Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule de Passion RH qui sera consacrée à la gestion de projets des ressources humaines. Cette capsule s'adresse plus particulièrement aux professionnels des ressources humaines, mais également aux personnes intéressées à s'orienter ou se réorienter dans ce domaine passionnant. À travers cette capsule et toujours sur la base de mon expérience, je vais vous présenter les principes fondamentaux de la réussite de toute mise en place de projets RH. Alors, comme toujours, laissez-moi d'abord vous présenter succinctement mon expérience professionnelle en gestion de projets RH. Je possède plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans lesquelles j'ai couvert une grande partie des activités des ressources humaines. D'une manière non exhaustive, j'ai ainsi mené de nombreux projets liés au recrutement, à la rémunération, à l'évaluation du rendement, à la gestion des compétences, à la planification des ressources et à l'implantation de différents systèmes informatiques des ressources humaines. La grande majorité de mon expérience de gestion de projet RH a été réalisée dans des contextes de mise en place ou de refonte de structures organisationnelles des ressources humaines. Pour des entreprises établies depuis 15 à 50 ans et dont les tailles variaient de 100 à 10 000 employés. Enfin, en dehors du Canada, certains de mes projets ont été réalisés dans des contextes internationaux en Chine, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et au Maroc. Mon expérience professionnelle ainsi que les discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de mes pairs m'ont amené à être assez critique sur la gestion des projets de ressources humaines. En effet, dans de nombreuses situations, j'avais des mandats de pompier. En fait, j'arrivais dans des structures organisationnelles qui avaient mis en place un certain nombre de projets RH qui ne répondaient ni aux attentes ni aux objectifs de l'entreprise et qui même parfois avaient un impact négatif sur ces derniers. Lors de mes premières analyses, je pouvais m'apercevoir que certains projets ou certaines pratiques semblaient avoir été établies d'une manière théorique, sortant au mieux d'un article lié aux ressources humaines, au pire, de l'envie d'un gestionnaire de justifier l'existence d'un département de ressources humaines. Là, j'exagère un petit peu quand même. Ouais. En réalité, ce que je trouvais, c'était que les projets et les pratiques RH ne semblaient pas adaptés à la situation opérationnelle de l'entreprise. Ils n'avaient pas d'adhésion de la clientèle, que ce soit les employés, les gestionnaires ou le comité de direction. Et par conséquent, ils n'avaient pas, ou trop peu, de valeur ajoutée sur l'amélioration des objectifs stratégiques et opérationnels de l'entreprise. Pour moi, j'estimais que c'était un manquement de la direction des ressources humaines à avoir su s'imposer comme un acteur majeur à la table du comité de direction, en raison notamment d'une approche et d'une méthodologie sinon défaillante, du moins inadaptée. Je crois sincèrement que nos premiers pas professionnels influencent beaucoup la suite que l'on donne à notre carrière. J'aime à penser qu'on apprend de ses victoires comme de ses demi-succès. Pour ma part, j'ai débuté ma carrière dans une très petite entreprise informatique dans un secteur où nos compétiteurs étaient des entreprises établies et de taille conséquente, et qui étaient bien souvent capables de rivaliser en proposant des prix inférieurs à nous d'environ 30%. Pourtant, nous étions capables de gagner énormément de marché et le démarchage se faisait presque exclusivement par le bouche à oreille de nos clients. Au grand plaisir de Marcel, le propriétaire de l'entreprise, qui se plaisait toujours à leur répéter « On paye toujours pour ce qu'on a ». En réalité, notre succès reposait sur les principes d'excellence dans le service aux clients, qui en grande partie étaient des propriétaires de petites entreprises. Ces principes étaient liés à 4 facteurs. L'écoute des clients, afin de dégager une bonne compréhension de leurs enjeux.
l'implication de nos clients, afin de les engager dans la mise en place de nos solutions informatiques. Le support auprès de nos clients afin de garantir une pérennité de la mise en place de nos solutions. Le tout afin d'assurer le meilleur retour sur investissement pour nos clients et évidemment aussi d'assurer une pérennité et un développement de notre entreprise. Plus tard, quand j'ai été amené à gérer mes premiers mandats de bâtir ou rebâtir des structures de ressources humaines, j'ai pris conscience que la majorité des projets nécessitent un changement important dans les pratiques et quelquefois dans la culture de l'entreprise. Il était donc crucial pour moi de reprendre ces principes fondamentaux que j'avais appris et de les rendre non négociables à mes équipes qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière dans la mise en place, le déploiement et l'amélioration de projets RH. En réalité, cette approche est issue de la méthode Lean Six Sigma, un mélange de principes de deux méthodes, soit la méthode Lean issue du japonais Toyota et la méthode Six Sigma de l'américain Motorola. Si je transcris l'une des clés fondamentales de ces deux méthodologies dans le domaine RH, c'est qu'il est critique de consulter et d'impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dirigeants, gestionnaires et employés pour mener à bien un projet RH. Ce moyen permet ainsi de motiver, d'engager et de développer un fort sentiment d'appartenance de l'ensemble de l'organisation envers le projet. Cela permet également de s'assurer de livrer une solution véritablement adaptée au contexte opérationnel de l'entreprise. Si l'implication de l'ensemble des parties prenantes du projet est un élément essentiel, il n'est pas l'unique garant du succès de votre projet RH. Il est essentiel d'avoir également une bonne méthodologie. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé selon ces principes avec une méthode que je croyais mienne. Du moins, qui me semblait sortir plus de mon expérience et de mes observations. Jusqu'au jour où Charlie est entré dans mon parcours professionnel. Charlie avait une formation d'ingénieur mécanique et avait évolué dans le domaine informatique. Elle n'avait pas de formation en ressources humaines, mais elle avait un très fort potentiel. Je cherchais alors une personne pour mener à bien un projet de mise en place de gestion des compétences. Notre entreprise était une multinationale dont le siège était basé ici, au Canada, et avec des filiales en Europe et aux États-Unis. Je lui ai présenté les ambitions du projet ainsi que mes attentes, mon approche et ma méthode. Quelle ne fut pas ma surprise quand elle est arrivée avec ce schéma d'un cycle conventionnel de développement logiciel qui ressemblait étrangement à ma méthode. Dans cette méthodologie de gestion de projet, on retrouvait en effet une phase de définition des objectifs, une phase d'analyse des besoins, une phase de conception, une phase de codage, une phase de test, une phase de déploiement et enfin une phase de maintenance. Laissez-moi vous guider à travers chacune de ces étapes en les transcrivant dans le contexte d'un projet RH. Qu'on vous demande de mettre en place un projet RH ou que vous soyez l'instigateur d'un projet, il est important de bien le définir. Voici quelques questions à se poser sur la pertinence de votre projet. Quel changement souhaite-t-on réaliser avec cette initiative? Quel impact réel ce projet va avoir sur l'atteinte des objectifs opérationnels ou stratégiques de l'entreprise? Quels vont être les éléments clés qui vont permettre d'évaluer le succès de votre projet? Qui sont les parties prenantes et les personnes impactées par votre projet? Il existe un nombre plus important de questions, mais si vous n'êtes pas en mesure de répondre à l'ensemble de cette toute première liste, votre projet RH ne vaut pas le moindre investissement de l'entreprise. Oui, je sais que c'est un jugement difficile, mais je l'assume. Les ressources humaines ne sont pas là pour faire des projets RH pour simplement le fait de faire des projets, mais pour améliorer le fonctionnement et les résultats de l'entreprise. À l'étape de l'analyse du besoin, l'objectif est de réaliser une analyse d'écart entre ce que souhaite obtenir l'entreprise et sa réalité. À cette étape, il convient d'interroger l'ensemble des parties prenantes sans exception.
Ceci peut se faire via des rencontres individuelles, des panels de discussion ou des sondages organisationnels. Cette phase va vous permettre d'avoir le point de vue de l'ensemble de l'organisation et ainsi de permettre de mieux répondre à la grande majorité de l'entreprise. Il conviendra donc de savoir ce que chaque partie attend de votre projet. Prenons l'exemple de la mise en place d'un projet d'évaluation annuelle. Les objectifs de la direction, des gestionnaires et des employés risquent probablement d'être différents. Avoir le point de vue des trois parties sera un atout considérable pour répondre aux attentes de chacun et éventuellement d'apaiser les débats et les tensions que génère quelquefois ce type de projet sensible. Toujours dans cette phase d'évaluation, vous devriez analyser les données RH dont vous disposez pour définir les problématiques que votre projet pourrait résoudre. Prenons l'exemple d'une entreprise qui est confrontée à un départ important des employés ayant moins de 12 mois d'ancienneté. Si votre analyse des données démontre que le problème est causé par une défaillance de votre programme d'intégration et que vous souhaitez le réviser, vous pourrez déterminer comme objectif tangible et évaluable la variation du taux de roulement des nouveaux arrivants. À la fin de cette étape, vous aurez donc défini le contexte, les attentes et les objectifs de votre projet. Vous pourrez donc vous accorder avec la direction de l'entreprise sur les objectifs et le périmètre de votre projet. Attention! Vous connaissez certainement le dicton « à l'impossible, nul n'est tenu ». Si à ce stade, la date de livraison du projet vous est imposée dans un calendrier plus court que votre estimation, il faudra soit augmenter les efforts ou le nombre de ressources et ou réduire le périmètre du projet. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il vaut mieux s'accorder avec la direction sur le périmètre et les objectifs le plus tôt possible dans le cycle de développement de votre projet. Si vous le faites trop tard, vous ne serez certainement pas en mesure de tenir vos engagements au détriment de votre propre image et aussi de celle de votre projet. La phase de conception va, comme son nom l'indique, permettre de concevoir l'ensemble des livrables de votre projet. Il va être critique de bien définir les parties prenantes qui vont constituer votre équipe projet. Comme je vous l'ai indiqué plus tôt, je suis un grand fervent d'impliquer toutes les parties prenantes. Mais quand je dis toutes les parties prenantes, je ne veux pas dire que 100% de l'entreprise doit être activement impliquée dans le développement du projet, mais que chacune des parties doit être représentée au sein de votre équipe. Je vous encourage fortement à réaliser un choix éclairé car ces personnes deviendront les piliers et les ambassadeurs de votre projet. Il faut ainsi s'assurer d'avoir au sein de l'équipe des influenceurs de chaque groupe. Ça peut être des experts métiers reconnus par tous ou des leaders d'opinion. Si la responsabilité ultime du projet revient à la direction des ressources humaines, il convient de bien définir le rôle et les responsabilités de chacune des parties prenantes. Cela va permettre de gérer les attentes, favoriser la collaboration et éviter les conflits. Prenons un exemple de projet de mise en place d'une politique salariale structurelle. On s'entend ici que les influenceurs du côté des employés vont par exemple avoir un rôle important dans la définition des postes et des compétences, que les gestionnaires pourront être consultés sur le positionnement des postes et que la direction de l'entreprise décidera du positionnement des salaires de chacun des postes. Le ou la gestionnaire RH aura la responsabilité d'orienter, de guider, d'analyser, de recommander et de faire aboutir le projet dans les délais et les objectifs définis. La phase de codage RH est exclusivement la responsabilité du département des ressources humaines. Elle va consister à transcrire dans un langage RH compréhensible l'ensemble des éléments recueillis pendant la phase de conception. Ce sera donc aux connaissances RH des différents concepts qui seront mis à profit, comme la rédaction de fiches de poste, la norme de classification des emplois ou le type de modèle de compétences. Avant le déploiement de votre projet, voire de certains livrables intermédiaires,
Il peut être intéressant de conduire des panels de discussion auprès de l'ensemble des parties prenantes. À ce stade, ce n'est plus des changements majeurs, mais plutôt des améliorations, disons, cosmétiques que vous allez éventuellement apporter. C'est également un bon moment pour voir comment les parties qui n'ont pas été activement impliquées vont réagir. Cela va également renforcer le sentiment d'appartenance d'un plus grand nombre de personnes à votre projet. La phase de test pourrait également être accompagnée d'un moment de formation de ce que je nomme les ambassadeurs opérationnels, qui pourront servir de support à la phase d'implantation du projet. Pendant la phase d'implantation, il va être essentiel de sensibiliser l'ensemble de l'organisation à votre projet et d'effectuer des séances de formation. Préférez le présentiel ou du moins favorisez que les formateurs soient issus de l'organisation locale si vous avez des bureaux dispersés. Cela permet de mieux valoriser que le projet est porté par les bureaux décentralisés. Préférez également que la formation soit donnée dans la langue des participants afin d'assurer une compréhension pleine et entière de l'ensemble de votre livrable. Pendant toute l'étape de l'implantation, le département RH doit être mobilisé pour apporter un soutien à l'ensemble de l'organisation et ce, en tout temps. Si vous avez formé ou identifié des ambassadeurs opérationnels, n'hésitez pas à les désigner auprès de l'ensemble de l'organisation dans une communication officielle. Une fois que la phase de déploiement est finalisée, la phase de maintenance va vous permettre de pérenniser votre projet dans l'optique d'un processus d'amélioration continue. Plusieurs outils vont permettre la réalisation de cette étape. Tout d'abord, le post-mortem projet. Organisez-le très rapidement avec l'ensemble de l'équipe projet. Ceci vous permettra de mieux dégager les points forts et les points à améliorer lors de la conduite de vos prochains projets RH. De même, après l'implantation et dans un délai que vous aurez jugé raisonnable, lancez un sondage de satisfaction auprès de l'ensemble des parties prenantes. Enfin, la revue de vos objectifs. Analysez et évaluez votre projet selon les objectifs que vous avez définis à l'origine. Une fois de plus, cette évaluation va vous permettre de mesurer le niveau de satisfaction, le niveau de réussite et vous permettre de comprendre comment vous allez vous engager à apporter des améliorations continues à ce livrable. La communication constitue le socle qui va permettre à l'ensemble de l'organisation de comprendre les raisons, les objectifs, l'avancée du projet ainsi que les résultats obtenus. Elle va également être le socle de cohésion et de motivation de l'ensemble de l'organisation derrière votre projet. Pour ce faire, elle doit donc être réalisée à chaque étape du projet. Au lancement du projet, à chaque livrable intermédiaire, à l'implantation du livrable final et après l'implantation. Il convient également d'adapter votre communication aux différentes audiences. Par exemple, on pourrait penser que le budget du projet relève de la communication au comité de direction plutôt qu'aux employés. En réalité, le budget devrait être communiqué à tous. Au comité de direction pour savoir où vous en êtes financièrement, et aux employés pour montrer le niveau d'investissement de l'entreprise et donc l'importance que donne celle-ci à votre projet RH. La transparence est essentielle dans l'avancée du projet. C'est à Arnaud, probablement l'un des meilleurs gestionnaires opérationnels avec qui j'ai collaboré à ce jour, à qui je dois le concept de rapport de projet pastèque ou melon d'eau pour mes compatriotes québécois. Ce concept s'applique lorsqu'un gestionnaire de projet présente des indicateurs verts sur l'avancée d'un projet pour dire que tout va bien, et que plus on creuse et plus on s'aperçoit que le projet est en réalité dans le rouge. Comme j'aime souvent à le rappeler, votre niveau d'intégrité est essentiel pour prétendre d'avoir un rôle significatif et pertinent dans l'entreprise. Si vous avez à présenter une situation problématique, faites-le, en vous assurant cependant de présenter des pistes de solutions alternatives pour recadrer la situation. Chaque projet RH doit être établi dans une cohésion de l'ensemble de l'activité des ressources humaines.
Il appartient à la direction des ressources humaines de s'assurer de la pertinence de chaque initiative dans une feuille de route définie. Cette feuille de route dépend évidemment du contexte de l'organisation et je vous l'accorde que ça peut parfois être le jeu de l'œuf et de la poule. Par exemple, peut-on lancer un projet pour définir les grilles salariales s'il n'y a pas eu au préalable un projet de définition des compétences? De même, peut-on lancer un projet de formation si on n'a pas de projet d'évaluation des compétences? La réalité est que la direction des ressources humaines doit évaluer la maturité de chacune de ces activités RH afin de développer un programme de projet cohérent et intégré. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette capsule. Laissez-moi vous présenter les 5 éléments clés à retenir. Tout projet RH est pertinent si et seulement si il répond clairement et objectivement à l'amélioration des objectifs stratégiques et ou opérationnels de l'entreprise. Le niveau de succès d'un projet RH se mesure sur l'atteinte de nombreux objectifs. Il convient donc de bien les définir en amont du projet en établissant un périmètre raisonnable et des indicateurs de performance objectifs. Il est évident et crucial de s'engager à les respecter et à les atteindre. La classification RH d'un projet est déterminée par le fait que le département des ressources humaines en est pleinement responsable. Cependant, il ne peut pas être mené en vase clos. Il est donc essentiel que la direction des ressources humaines bâtisse une équipe projet composée d'éléments de chacune des parties prenantes afin de s'assurer que le résultat répondra aux attentes de l'ensemble de l'organisation. La communication est une clé de voûte incontournable qui va créer de la cohésion, de la motivation et de l'adhésion autour de votre projet RH. Elle doit être continue, cohérente, adaptée et transparente à chacune des phases du projet. Chaque projet RH doit être établi dans une cohésion de l'ensemble des activités des ressources humaines. Le département des ressources humaines doit donc savoir établir et communiquer clairement une feuille de route de sa direction et de sa stratégie au sein de son équipe, du comité de direction et de l'ensemble de l'organisation. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette capsule vous a été bénéfique. N'hésitez surtout pas à me contacter, à commenter et à partager cette présentation si, comme moi, vous êtes passionné par la gestion des ressources humaines. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de Passion RH.